Fred Savard avec vous pour un 24e épisode. Excusez-moi, j'étais un peu fébrile. Ça sent vraiment le printemps de War. Ouais. Puis voilà. J'avais envie de le dire. C'est rare que je parle de température dans cette balado, mais là, on a eu un hiver assez pénible. Qui n'est pas fini. Là. J'imagine qu'on va se claquer un autre 20 cm de neige d'ici le 6 avril. Mais aujourd'hui, alors que j'enregistre cette introduction, ça sent le printemps dehors. Et j'ai hâte de sortir. D'ailleurs, je vais aller enlever mes pneus à clous parce que je suis un cycliste d'hiver, donc je suis un combattant de l'auto. Puis j'ai eu le... C'est ça. J'ai envie... Je suis sûr que je vais me faire prendre parce ça va regeler, puis là, je pourrais pas sortir avec mon vélo éventuellement, mais là, j'ai envie d'enlever mes clous puis de rouler un petit peu plus vite. Fait qu'il n'y aura pas d'édito à la fin cette semaine. Je sais que vous avez beaucoup ça parce que vous m'écrivez, puis je suis content parce que j'ai toujours un peu hésité. J'en ai fait beaucoup dans ma vie, des éditos à la radio, entre autres, puis j'avoue qu'à un moment donné, j'avais mis ça de côté. J'en ai fait un peu au début ici. Bon, c'était sporadique. Là, j'ai repris le collier parce qu'il se passe tellement de choses, puis parce que les réactions sont là, parce qu'à un moment donné, je me disais... Puis tu sais, moi-même, là, je trouve qu'il y a trop de commentariats dans les médias, puis je trouvais que j'y participais à ça en donnant mon opinion. Mais, visiblement, les opinions plus à gauche sont peut-être moins présentes aussi dans les médias, on va se le dire. Alors, tout ça pour dire que je réfléchis à une formule qui serait pas nécessaire... Est-ce que ça serait un nouveau podcast? Est-ce que je pourrais me lancer dans un 3e podcast? Je ne sais pas. Mais j'ai discuté avec du monde récemment, puis il y a quelqu'un qui me disait pourquoi tu fais pas une quotidienne, mais très courte, mais tous les jours, un genre de 3 minutes punché, en tout cas. Puis ça m'est resté en tête. Est-ce que je serais capable de maintenir le rythme? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait au détriment de faire un plus long édito en fin d'épisode? Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que j'y réfléchis. Les sujets n'auraient pas nécessairement manqué aujourd'hui. En même temps, on était assez tanné d'entendre parler de politique américaine, des tarifs. On va en parler un peu dans cet épisode-ci, cela dit, mais d'une perspective intéressante. Je pense entre autres à Martin Fogg, journaliste indépendant, qu'on avait déjà entendu ici, qui a déjà été un militaire, qui a combattu en Afghanistan, qui va nous parler d'une... En fait, comment est-ce qu'on peut imaginer une réelle invasion militaire des États-Unis en vue d'annexer le Canada? Je sais que l'idée est loufoque. Je viens de finir le montage, puis je trouve ça loufoque, on en a parlé. Mais bon, dans sa bouche à lui, dans son analyse à lui, qui connaît le milieu militaire, je vous avoue que c'est intéressant. Mais c'est ça, les sujets n'auraient pas manqué cette semaine pour un édito, mais malheureusement, j'ai pas le temps. J'aime mieux le faire correctement, mais je vous le dis, je réfléchis à une formule peut-être indépendante des épisodes ici. En tout cas, ça m'interpelle, ça, le petit côté une courte balado à tous les jours qui punch sur l'actualité, un coup de gueule, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Seriez-vous preneur de ça si je le faisais? Alors voilà. Donc, c'est pour vous dire que aussitôt que je termine le montage, je prends mon vélo, je m'en vais chez mon marchand de... en fait, mon atelier de vélo favori pour aller enlever mes pneus à clous. Après ça, il faut que j'aille chercher mes villes. Après ça, il faut que j'aille chercher des clés pour un enregistrement dans une librairie lundi pour un autre podcast que vous connaissez bien. J'espère que ça s'appelle On a fait une recherche. J'ai un gros vendredi après-midi. J'ai ma semaine dans le corps et je m'en vais à Québec la semaine prochaine aussi. Là, je prépare plein de segments. Je m'en vais à Québec pour enregistrer un épisode à la faculté de pharmacie de l'Université Laval on a fait nos recherches sur les aliments ultra transformés et je vais rencontrer Jonathan Livernois pour Godin. J'ai tellement pris de temps à lire la biographie de Godin parce que j'avoue que Gérald Godin m'a jamais tant que ça interpellé. Mais j'ai plongé dans le livre, évidemment, grâce entre autres à l'écriture de Livernois. Une écriture que je qualifierais de narquoise. J'ai traversé le livre rapidement, puis bon, lui, il enseigne à l'Université Laval à Québec, donc je vais profiter de mon passage à Québec pour enregistrer un segment avec lui, puis il y a un autre segment aussi avec Stéphane Hamel, un des fondateurs de la CAQ, qui est maintenant consultant, prof aussi à l'Université Laval, spécialiste du tout l'univers numérique, et il a
publié une analyse des médias québécois et de leur rapport à la confidentialité, entre autres avec la gestion des cookies, la gestion des données, en fait. Et c'est une analyse assez percutante, mais il y a une réflexion aussi sur la publicité, sur comment on pourrait créer quelque chose au Québec qui court-circuiterait tout l'écosystème GAFAM, Facebook, Meta. Évidemment, ça m'interpelle avec les soirées dansantes que j'organise qui sont devenues une partie intégrante du financement des activités de la balado. Ben, j'aimerais beaucoup pas mettre de pub d'argent dans Meta, dans cette fachosphère numérique. Puis là, ben, les conclusions, les analyses de Stéphane Hamel m'ont vraiment interpellé. Fait que je lui ai écrit, puis on va faire un segment ensemble. Donc, ça va être une autre grosse semaine. C'est pour ça que malheureusement, il n'y aura pas de coup de gueule éditorial. J'aurais donc dû pu parler des déclarations de Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, sur, entre autres, les 10 ans de Justin Trudeau. Le délire anti-woke qui s'empare du Parti québécois. Hey, les amis! Alors, revenez-en, là. C'est beau, là. Trump est au pouvoir. Vous avez semi-gagné. En tout cas, il va falloir en reparler de ça parce que cette dérive du Parti québécois, puis là, en même temps, je les comprends, les pauvres. C'est rendu que les gens chantent à l'unisson le Haut-Canada au Centre Bell. J'aurais pas cru ça. En même temps, le nationalisme québécois, canadien, on s'entend, c'est pas mieux, là. Mais là, avec tout ce qui se passe avec Trump, pour vrai, là, j'ai de l'empathie pour le Parti québécois et le Bloc. Au moins, Yves-François Blanchet a l'air d'être un peu plus lucide. Il a dit qu'il allait arrêter de parler de souveraineté pendant la prochaine année. Bon, les bloquistes feront comme d'habitude. Ils se contenteront d'accumuler des états de service pour avoir une pension du fédéral. Mais au Parti québécois, là, on se dit, hey, on va peut-être se faire accoster par le Parti libéral qui gagne des intentions de vote, même s'il n'a pas de chef au provincial. Fait qu'ils se sont dit, on va aller chercher les plus xénos de l'électorat québécois. On va continuer, on va envoyer... on va faire du sifflotage de chiens. Je sais pas si on peut... traduire le dog whistling par du sifflotage de chien. Bon, j'avais dit que j'allais pas faire d'édito, finalement j'en fais un. Tout ça pour dire que ça s'arrête ici. Voilà. Hey, je veux tout de suite qu'on se lance dans l'épisode parce qu'on retrouve Hélène Faradji. Je suis très heureux de la retrouver. On l'entend pas beaucoup cette année, puis c'est pas de ma faute, c'est pas de la sienne. Il y a un malentendu d'horaire et de... Voilà, on va régler ça. Et on reçoit Mélissa Thériault qui, vous l'avez déjà entendu ici, qui est une prof à l'UQTR et qui est responsable de la réédition d'un étonnant livre de Henri David Thoreau, un voyage au Québec qu'il a fait en 1850. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Alors voilà, je vous laisse ici pour ce 24e épisode et on se retrouve à la toute fin pour que je vous présente une magnifique chanson qui a rapport, entre autres, avec l'entrevue avec Henri David Thoreau. Bon épisode, tout le monde! La balado de retour à la librairie Raffin et Hélène Faradji est de retour. Aussi. Bon, là, incroyable. On va se répéter, là. Mais vous êtes moins là, puis là, on s'accuse depuis tantôt. C'est ça, c'est toi qui m'appelles pas, tu m'appelles pas. Bon, voilà. Bon. C'est que je pensais que vous étiez autour du globe avec votre poste de cadre, directrice de festival. Oui, c'est le milieu de la culture, fait que cadre, on va garder ça modeste. Mais je pars bientôt, mais je n'étais pas partie, j'étais là. Par contre, j'étais occupée à finaliser la parution de mon premier roman. Mais je sais même pas au courant. Vous me dites plus rien. Mais là, j'étais timide. Fait que vous êtes romancière. Bah ouais, apparemment. Est-ce qu'il est sorti? Il sort le 2 avril. Et ça va être un polar. Oh là là! Politique. Et là là! Alors, on va vous... Moi, vous savez que j'invite souvent des essayistes. Invitez-moi comme autrice, ce sera drôle. Je pourrais vous inviter pour essayer. Vous avez déjà commis... Effectivement. Sur le cinéma américain. Oui, absolument. Je suis content de vous retrouver, Hélène. Moi aussi. Martin Forgue, bonjour. Bonjour, Fred. On vous retrouve aussi. Oui. Vous habitez loin. J'habite à l'île Verte. Ouais. Oh, oui. À ne pas confondre avec l'île, j'habite plutôt du côté sur les terres. Oui, ça. Ouais. Mais donc je suis pas isolé tant que ça, je suis pas un reclus tant que ça. Ouais. Juste assez loin de Montréal pour pouvoir mieux en profiter quand je reviens. Oui, voilà. Et là vous allez nous parler tantôt de parce que on vous avez entendu une fois, vous nous avez un peu raconté votre vie d'ancien militaire. Oui. Vous êtes journaliste à Pivot, chroniqueur à Pivot. Oui. Documentariste.
Essayiste aussi. Essayiste, oui. Et là, on va parler tantôt d'une possible invasion. Ben, écoutez, c'est que on parle d'annexion, hein, Trump qui n'arrête pas de parler du 51e État du gouverneur Trudeau. Là, on connaît la ribambelle. La rhétorique. Mais là, il a suggéré de bouger la frontière. Il a commencé à décrire la frontière comme étant une ligne imaginaire. Oui. Ce qui est étrange. Parce c'est un peu vrai aussi, d'une certaine façon. Mais, mais quand il parle d'immigration, les frontières sont sacrées. Non. Quand on veut aller harnacher les Grands Lacs, là, ça devient une ligne imaginaire. On peut parler des frontières il y a longtemps où les États-Unis étaient inclus dans la Nouvelle-France aussi. Là. Tant qu'à parler de frontières imaginaires, on peut reculer loin. Là. Oui, puis la frontière actuelle date de 1908. Oui. Et s'il continue, peut-être qu'on va recommencer à référer à 1812 quand le Canada est allé brûler la Maison-Blanche. Bon, voilà. Mais ça, on va s'en parler. Oui. Donc, avec la frontière, est-ce qu'il pourrait décider d'y aller avec une annexion plus par la force? Oui. Ben, on verra. J'ai peut-être des bonnes nouvelles pour vous. On va en parler mais on garde le punch. Et on retrouve Mélissa Thériault. Oui, bonjour. Bonjour. Alors là, vous m'avez donné un petit papier pour vous présenter. Oui, vous êtes directrice du laboratoire de recherche en études féministes de l'UQTR. Antenne. L'antenne REQEF. L'antenne, on a comme un chapitre du REQEF, du Réseau québécois en études féministes, à l'UQTR. Ah! Et oui. Bon. Vous êtes autrice, vous êtes écologiste pratiquante, vous êtes bricoleuse, gigueuse. Ouais. Oh. Pécheresse de karaoké, ça veut dire quoi ça? Oui, je plaide coupable. J'ai fait souffrir les gens. Moi aussi, moi aussi. Moi, depuis que j'ai arrêté de boire. Ça va ensemble. Je suis déjà retourné, c'est pas pareil, mais c'est le fun quand même. Ouais. Et vous êtes spécialiste de la généralité. Oui, c'est ça. Je suis votre invité pour parler de tout et de rien. Mais là, c'est pas vrai. Attendez. Vous étiez venu pour l'anthologie. Oui, du rire au féminin. Du rire au féminin. Et là, vous êtes là pour... vous êtes responsable de la réédition. On peut dire ça? Oui. De Un Yankee au Québec. Oui. d'Henri David Thoreau. Oui. Publié chez Moult Éditions. Oui. En fait, c'est une traduction qui existait déjà, qui était rendue en dehors du marché. Ouais. Et c'est devenu un projet d'amis, carrément. Ouais, là, c'est ça, Moult Éditions, on sent que c'est toujours ça. Puis c'est pour ça que j'aime toujours ça, parler de ce qu'ils font. C'est pas facile des fois parce que c'est des rééditions de gens qui sont décédés depuis longtemps. Des fois, mais à chaque fois, je suis capable de parler de ce que fait Moult Éditions. On va le faire. Et là, on va parler de ça parce que c'est vraiment étonnant ce qu'on retrouve là-dedans. Oui. Vraiment. Et c'est lié un peu à votre famille aussi. Fait exactement. Il y a plein de couches. Oui. Puis je vais vous parler de souveraineté éditoriale. Ah, bon, parfait. OK. Mais là, on va commencer avec Hélène Faradji parce que ça fait trop longtemps qu'on l'a pas entendu. C'est ma faute. Et là, vous n'avez pas d'extrait. Ben non, j'ai pas d'extrait. Que se passe-t-il? Puis justement, ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue. Et je dois avouer qu'avec la vitesse hypersonique à laquelle vont les choses dans les dernières semaines, non seulement ça m'a donné l'impression que ça faisait 50 ans que j'avais pas été derrière ce micro, mais qu'en plus, les sujets potentiels de chronique s'étaient accumulés au point de me donner le tournis. L'affreux dossier, a-t-on les moyens d'avoir un État-providence? Affreux, bien sûr, parce que poser la question ainsi, c'est implicitement dire non, on n'a pas les moyens et arrêter de vivre à nos crochets maudits assistés. Il y a eu le monstrueux Pizzagate. Oui. Est-ce qu'on peut croire qu'on est encore obligé de dire, et poliment en plus, mais non, mon beau monsieur, la culture québécoise, ce n'est pas de la merde. Non. On a eu aussi la soirée... Contrairement à certaines pizzas. Oui, exactement. Il y a eu la soirée des Oscars, la plus apolitique depuis des lustres alors que le monde brûle. Ouais. La suppression du calendrier Google de la Journée internationale des droits des femmes, parce qu'on le sait, si c'est pas noté au calendrier, ça veut dire que ça n'existe pas, tout simplement. Entre ça et ça, on a tous et toutes l'impression de plus du tout savoir où donner de la tête. Et je dois avouer aussi l'envie assez impérieuse de tout envoyer valser pour aller vivre au fond des bois, en autarcie, protégé du monde. Parce que ça ressemble un peu à ça ces temps-ci. On a l'impression qu'on doit se protéger du monde, que le monde est plus vraiment accueillant et même pire, qui veut peut-être notre mal. Et je sais que jusqu'ici, je m'étais fait une spécialité de chronique culturelle inquiète. Oui. Ben là, l'inquiétude a pris le bord. Je suis plus inquiète, je sais ce qui arrive et c'est peut-être même pire que ce qui me faisait peur. Alors quoi ? En fait, de quoi on parle ces temps-ci quand on s'intéresse à la culture ? Le sujet est devenu presque philosophique parce que en des temps aussi complexes, aussi terrorisants que peut la culture. Et c'est drôle, je mets beaucoup de guillemets autour de drôle, mais cette même question, je me l'étais déjà posée à ce même micro au moment de la pandémie. C'est vrai. Que peut la culture ? Et les réponses à l'époque, elles étaient simples. La culture, elle était là pour nous divertir, nous sortir la tête du marasme, mais aussi nous rappeler notre lien avec les autres humains dont la pandémie nous avait isolés.
Elle était là pour qu'on n'oublie pas le sens de la communauté qu'on ne pouvait plus vivre dans la réalité. Elle nous ouvrait le regard sur le monde et en faisant ça, elle nous servait de ciment, même virtuellement. Sauf qu'on n'est plus en pandémie. Et qui l'eût cru, 5 ans plus tard, on serait presque tenté de dire dommage. Oui, on est presque nostalgique. On est presque nostalgique parce que, à l'époque, même si financièrement c'était la galère, même s'il avait fallu marteler à quel point la culture c'était aussi un service essentiel, personne ne remettait en cause son utilité ou son existence. Oui. Tout le monde était avide de quoi lire, quoi regarder, quoi écouter. On créait des chansons, on écrivait des livres, on faisait des films improvisés. Le public était là, prêt à tout absorber parce que ça faisait du bien, même si c'était juste pour être distrait. Et je pourrais vous dire que aujourd'hui, l'utilité de la culture est la même. C'est la crise, on a plus que jamais besoin de se divertir, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se penser collectivement grâce aux œuvres d'art. Dans l'idéal, on fait les trois en même temps. Mais il y a quelque chose qui a fondamentalement changé entre la crise d'il y a 5 ans et la crise qu'on vit aujourd'hui. Et ce quelque chose, je crois que c'est la conception même qu'on a de la culture. Parce que la question fondamentale, elle reste peut-être la même. Que peut la culture pour nous ? C'est complexifié. Et elle est plutôt devenue, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise culture ? Et qu'est-ce que peut la bonne culture pour nous ? Et la bonne culture, c'est devenu la culture autorisée par le parti en place. Une culture qui foulerait aux pieds les notions d'équité, de diversité, d'inclusion. Une culture basée sur des livres qui ne seront pas bannis dans les bibliothèques. Une culture officielle, donc lavée de tout ce qui peut être considéré comme non conforme par le pouvoir en place. Et c'est vertigineux. Alors, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous avez des ados, c'est le temps de relire 1984 de George Orwell. On est vraiment en plein dedans. Donc, en 2025... Et les gens qui nous mettaient en garde, c'est eux la menace. Exact. C'est fou, ça. C'est complètement dingue. En 2025, on vit donc dans un monde où non seulement on ne peut plus faire une carte du métro sans se faire engueuler, où on ne peut plus aller dans une bibliothèque sans imaginer que certains livres ont été bannis. À une époque, ils étaient brûlés, mais ça revient strictement au même. C'est un monde où un président d'extrême droite devient le président du conseil d'administration du Kennedy Center à Washington, où siège également la femme de J.D. Vance et 2 personnalités de Fox News, Laura Ingraham et Maria Bartiromo. C'est un monde où l'Université de Pennsylvanie a déjà annoncé qu'elle n'accepterait plus aucun candidat au doctorat en septembre prochain, puisque les programmes vont être supprimés. Un monde où l'art va devenir officiel, ce qui veut dire beaucoup plus de saloperies de vidéos en intelligence artificielle, où Trump et Bibi sirotent des cocktails en plein Gaza. C'est un monde où va s'accentuer un mouvement monstrueux dont on sent déjà les effets ici, celui qui voit des artistes qui ne s'inscrivent pas dans la ligne d'un art consensuel crever de faim. Je vous en parlais la dernière fois que je suis venue, Brady Corbet, le réalisateur de The Brutalist. Oui. Il a raconté récemment qu'il n'avait pas pu vivre financièrement de son travail en cinéma. Il n'a pas gagné $1 si on met en balance son salaire de réalisateur et le nombre d'années qui ont été nécessaires à faire le film, plus les années qu'il a passées à le promouvoir gratuitement partout sur la planète. C'est un discours qui a été entièrement repris par Sean Baker, le réalisateur d'Anora, qui vient de gagner 4 Oscars. Mais imaginez, si ces 2 types-là qui réalisent des films à succès ne peuvent plus vivre de leur métier, comment vont faire les autres ? Et surtout, comment vont faire ceux qui vont créer des œuvres non cautionnées par le régime ? On va entrer dans une nouvelle ère. On parle d'œuvres qui ont gagné des prix, là. Imagine les autres qui en ont. Exactement. Voilà. On va entrer dans une nouvelle ère de prohibition culturelle où les œuvres les plus intéressantes vont probablement circuler sous le menton et vont être créées par des passionnés qui vont être incapables d'en tirer un profit. Alors, je peins les choses en noir, c'est vrai, mais je crois que ce serait absurde de faire le contraire. Et c'est dans cette perspective noir charbon que j'ai eu envie de réinventer un peu les questions qu'on se pose face à la culture. Parce que je crois qu'on n'en est plus du tout, en fait, à se demander quelle est l'utilité de l'art, mais plutôt quelles sont nos responsabilités à nous, consommateurs de culture, afin que la culture puisse subsister comme un élan de liberté, de partage, de rassemblement. Parce que c'est bien beau de toujours se demander en pleurnichant « mais la culture, moi, elle m'apporte quoi ? Moi, mon petit nombril ?» Mais il serait aussi temps de se demander ce que moi, je peux apporter à la culture. Et donc, je me suis dit que j'allais vous donner les 5 commandements du citoyen
qui s'engage à ne pas laisser mourir sa culture. C'est à vous de voir ce que vous voudrez en faire. Ben oui, mais non, c'est une très bonne idée, allez-y. Premier, de l'intelligence artificielle, tu te méfieras comme la peste et tu refuseras la compagnie. Le vrai, il n'y a que ça de beau. Oui. Du 12 février, tu t'inspireras chaque mois. Souvenez-vous, le 12 février dernier, grâce à la cinéaste Myriam Véro, nous avions tous et toutes acheté un billet pour une œuvre québécoise afin de montrer notre soutien à notre culture qui est mal en point. Eh bien, continuons. Pour ceux et celles qui le peuvent, faisons de chaque 12 du mois un moment dédié à soutenir notre culture. Oui, mais éventuellement... Je suis un peu mitigé, moi, Hélène. Pourquoi? Excusez-moi. Non. Ben, je trouve que derrière ça, je sais que ça marche, mais malheureusement, je trouve qu'il y a comme un truc de... Pas de cater, mais je trouve ça plate qu'on soit obligé, ça l'est, encore aujourd'hui, de dire aux gens, oubliez pas d'acheter un billet pour la culture. Je sais que J'aimerais ça qu'on n'ait plus besoin de dire aux gens, oubliez pas d'acheter des livres, puis qu'on le fasse, que ça soit naturel. Je sais, mais peut-être qu'on a besoin d'un peu d'incitatif ces temps-ça. Mélissa, vous avez le micro? Non, j'allais dire, moi j'appelle ça les faudrait bien. Faudrait bien que j'achète un billet, faudrait bien que je fasse ci. Donc ça peut être un déclencheur. C'est ça. Non, je sais, je veux pas critiquer, là, mais je trouve ça plate qu'on soit obligé, que ça soit comme un... donné à la dîme. Et c'est plate aussi qu'on fasse reposer ça sur les individus. C'est aussi une responsabilité collective, donc politique. Oui. Mais ça, c'est un autre débat. Tout à fait. Troisième commandement. À chaque déclaration concernant la rentabilité de la culture, tu répondras 17,4 milliards. C'est ce que, selon les travaux de l'Institut de la statistique au Québec, elle rapporte à l'économie du Québec. Je pensais que vous alliez dire ta gueule. Non, j'allais dire une vraie réponse. C'est plus poli, 17,4. 17,4 milliards, c'est quand même pas du pipi de chat. Ah, tout à fait. 17,4. Il y a des t-shirts à faire avec ça. Absolument. Quatrième, à chaque plateforme que tu utiliseras, tu te demanderas, tel un Pierre-Yves McSween de salon, en ai-je vraiment besoin? Et puisque nos gouvernements aiment tellement envisager le monde selon une logique marchande, n'hésite pas à faire pareil. Que me rapporte Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, qui va, je le souligne, utiliser l'intelligence artificielle pour tous ses doublages désormais, que vous le sachiez. En général, quand on se pose cette question, qu'est-ce que me rapporte Netflix, Disney+, ou Amazon Prime, on voit vite que la réponse est rien. 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 À part du divertissement. Voilà. Donc pensez-y. Et dernier commandement, peut-être le plus important, chaque acte culturel que tu poseras, visiter un musée, voir un film, lire un livre, considère-le comme un geste politique. Privilégier les petites salles ou le contenu québécois, soutenir directement les compagnies de création et non pas les intermédiaires qui s'en mettent plein les poches, ou sortir de ton confort pour ne pas que l'indifférence règne, tout peut aider. Parce que quand notre culture est menacée, Fred, on a deux choix. Fermer les yeux et nous laisser dicter nos comportements culturels au point de s'abrutir collectivement, ou résister chaque jour, chaque instant, en ayant conscience que les choix que nous faisons ont tous un impact. Et il n'y a pas de petits gestes. Et même mieux, en culture, c'est les petits gestes qui peuvent changer le monde. Wow. Hey, merci, Hélène. Vous deviez revenir pour nous secouer. Nous secouer. Et je tiens à dire que la campagne de financement est toujours en cours pour ce projet-ci, qui est un projet indépendant, qui n'est pas sur des grandes plateformes. Exactement, pas d'intermédiaire. En fait, c'est pas vrai. Il est sur Apple Podcasts, mais il est sur le... Vous comprenez ce que je veux dire. Hey, merci, Hélène. Merci. Vraiment. Mélissa Thériault, on va parler d'un livre étonnant de quelqu'un... Vous avez changé ma vision. Ah bon? Rien que ça. D'Henri David Thoreau. Donc, ça s'appelle Un Yankee au Québec. C'est une réédition. Oui. Et là, vous êtes un peu responsable de ça. Peut-être nous réexpliquer le contexte. On parle de printemps 2021 dans un bac de liquidation. Exactement. Moi, j'aime beaucoup fouiner, aller bouquiner. J'achète beaucoup d'excellents livres neufs dans les librairies de qualité comme chez Raffin, par exemple. Bravo. Mais j'aime beaucoup bouquiner. Et là, je tombe sur un livre. Mon père collectionne les livres de son oncle. Oui. Et là, je fais comme, mon père l'a peut-être pas celui-là. Donc, je l'achète. Et pour moi, c'était quelqu'un dans la famille que j'avais croisé 2 fois.
mais que je connaissais pas vraiment. Je savais qu'il y avait... Il s'appelle Adrien? Adrien Thériault, qui était auteur, professeur d'université, mais un professeur d'université vraiment un petit peu à contre... C'était vraiment mal commode, là, un vrai mal commode. Puis aussi fondateur... Un libre penseur? Ah, toutes ces réponses, là, anticléricales, allié féministe, vraiment... Puis attendez, donc c'est votre grand-oncle. Oui. Donc on parle de quelqu'un qui... Dans la force de l'âge, on parle des années... qui est né en 1925, donc au moment... Donc 40, 50. C'est ça, qui commence à être actif très actif dans les années 60. Ils fondent des revues qui vont devenir après ça, là, qui vont des fois faire faillite, je sais pas trop quoi, puis il va fonder Lettre québécoise, qui est encore... qu'on appelle LQ. Oui, mais mon Dieu! Wow! Donc, il a fait ça avec l'argent de ses poches, là, c'est-à-dire sans financement au début. On va revenir au financement de la culture et de souveraineté éditoriale. Mais il commence comme ça, puis il a tenu ça à bout de bras en travaillant les soirs. Donc, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant malgré son caractère sanguin. Il y a beaucoup de correspondances assez fascinantes là-dessus. Et il avait traduit ce qui était à l'époque, ce qui avait été paru sous titre original « Un Yankee au Canada » de Henry David Thoreau. Et il l'a traduit en 62. Ça a été réédité ensuite. Puis après ça, c'est sorti... out of print, comme on dit en français. Exactement. Et je m'étais informée par curiosité qui a les droits de ça. Et là, ce qu'on me disait, c'est non, on n'a plus les droits de ça. Je fais comme, le chant est peut-être... Donc, personne. Il n'a pas laissé de descendants. Et là, j'ai fait mes recherches, tout ça. Puis là, à un moment donné, je fais comme, on va rééditer ça parce qu'il existe seulement une traduction française de France avec un autre type de vocabulaire qui ne correspond pas au territoire. Mais non. Du coup. Oui, c'est ça, entre autres choses. Bon. Parlons de Henry David Thoreau parce qu'on a une image un peu immaculée de cet homme. Moi, les dernières nouvelles que j'ai eues de Henry David Thoreau, c'est Richard Séguin qui avait sorti un album un peu hommage qui était... à Walden. Oui, c'est ça. À Walden, que j'avais d'ailleurs chroniqué, je pense, à l'époque où j'étais encore à Radio-Canada, que j'avais beaucoup aimé. Et pour moi, c'était l'ermite, le méditatif, le proto-écologiste. Peut-être nous rappeler un peu, le remettre dans son contexte un petit peu plus actuel, peut-être? Tout à fait. Je vais faire d'abord une confession. Moi, je suis pas une spécialiste de Thoreau. Non. Je suis juste une dame qui gère bien son syndrome de l'imposteur. Mais oui, c'est ça, il faut commenter quelque part. Comment dire, moi, je suis philosophe de formation, j'enseigne la philosophie, puis on me l'a jamais enseigné, c'était dans aucun cours. C'est quelqu'un qui a été très influent, comme on le présente comme une figure de la désobéissance civile. Aujourd'hui, il revient à la mode à cause que c'est un militant antiraciste. Lui et sa famille ont participé à faire traverser des gens de la frontière vers le nord, cette frontière qui existe, je le rappelle. Donc, par lui-même, il vient visiter, il passe 10 jours entre Québec et Montréal. C'est pour ça qu'à un certain moment, la traduction française est devenue un Yankee au Québec, parce qu'il n'est pas allé au Manitoba, là. Donc, et ça paraît son voyage, il le fait en 1850? 50, oui. Voilà. Et ça ne paraît pas. Il essaye de le faire publier, un petit extrait, ça fonctionne pas. Puis après ça, à titre posthume, parce qu'il meurt environ une dizaine d'années ensuite. Et c'est là que ça devient un de ses textes classiques. Puis qui finalement devient réédité parce que c'est vraiment un témoignage historique important de la vie à l'époque. Il décrit les paysages, il décrit les gens, les comportements, les choses qu'il trouve étranges. Des détails sur la ville de Québec, sur la ville de Montréal, avec ses préjugés aussi. Oui. Ça, c'est intéressant. Mais l'occupation militaire, j'ai choisi le terme. Donc, la présence des soldats. Britanniques, tout à fait. Comment on fait pour, quand on est touriste, l'industrie touristique n'existe pas encore, comment on fait pour s'alimenter puis se déplacer? Oui, parce qu'il se plaint qu'il n'y a pas de restaurant à Québec, ni à Montréal. Non, c'est ça, il dit, mais... Puis il nous trouve pitoyables, il trouve qu'on fait pitié, qu'on est triste, qu'on est... Puis là, t'as envie de dire, excusez monsieur, là, on est désolé de te décevoir. Ah non, mais c'est fou, il y a plusieurs allusions sur la saleté des habitants. Des Canadiens français, ils sont mal habillés, ils nous trouvent résignés. Oui, il trouve... il y a peut-être pas tort là-dessus. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais en même temps, ils nous reprochent, mais ils possèdent même pas leur chemin de fer. C'est parce que quand tu es occupé à survivre, c'est un petit peu dur de devenir un magnat ferroviaire. Puis en plus, vous le dites dans l'introduction, c'est ça, c'est une époque particulière aussi du
Canada, du Bas-Canada, parce qu'on est après la conquête, on est un peu dans une espèce de période de transition et ça va pas très bien. Non, on est 4 ans avant la chute du régime seigneurial, là. Donc on est vraiment dans l'Empire britannique. Les gens survivent à peine et lui, il n'a pas entendu parler de Papineau, il y a des choses qui se font, mais lui, il n'en entend pas parler parce que lui, c'est un lettré. Il s'est documenté beaucoup et ça, on le voit dans le récit, il nomme beaucoup de il a lu Jacques Cartier. Il a lu Charlevoix. Oui, puis plein d'explorateurs. Donc Peter Kalm aussi, oui. Le Suédois qui était venu. Un livre d'ailleurs à lire aussi également, si vous pouvez le trouver, parce qu'il est aussi out of print, je pense, Peter Kalm. Moi, j'ai trouvé un exemplaire. Ça, c'est fascinant à lire, mais oui, c'est ça. Donc, il est lettré, mais en même temps, pas vraiment groundé sur le présent. Exactement. Puis il est pas capable, il baragouine un peu le français, il est capable de dire quelques mots, ça fait qu'il se débrouille, mais en même temps, il comprend pas les mœurs des gens. Non. Il y a des choses qu'il comprend. Par exemple, les gens se promènent en chien. Oui. Puis en ça, chien? Oui. Ah oui, bien sûr. Il y a des petites charrettes tirées par des chiens, puis lui savait que ça se faisait dans le Grand Nord, mais c'est ça. Puis ça c'est quelque chose qu'on a emprunté. Puis l'ironie, c'est que quand je lis, parce que je reviens au traducteur, il a écrit beaucoup des souvenirs de jeunesse et tout ça. Puis quand il était enfant, il se promenait en chien. Donc on trouve des traces. Moi, j'ai trouvé des photos. Cela dit, je l'ignorais, ça, Mélissa Thériault, que les chiens étaient utilisés. Puis des fois, c'est des petites charrettes avec 2 pintes de lait. Wow. Sur le bord du chemin, puis il y a un chien qui attend. C'est ça. Puis on a des photos de ça en Gaspésie, par exemple. J'en ai vu récemment. Ouais, il croise beaucoup de prêtres. Oui. Et il les trouve efféminés. Oui, ben ça... Pardon. Mais je vous dis, c'est vraiment une lecture. Ça, c'est drôle. Parce que c'est extrêmement divers. Évidemment, il y a plein de préjugés, là, on s'entend. Puis, mais en même temps, il y a ces observations-là qui sont vraiment étonnantes. Ah, ma ligne préférée, c'est quand il raconte qu'il a essayé de trouver de la tarte. Il dit, c'est quoi ce pays où on ne trouve ni tarte, ni pudding. Il veut du pudding. Oui. Puis il est là, puis il trouve pas son pudding. Il trouve ça trop viandeux. C'est ça. Puis là, je suis pas sûr qu'il y avait pas de tarte. Là. Je pense que c'est... Il a juste mal regardé. Finalement, pour Taureau, le Québec serait 1 étoile sur 5 sur Google. Ah, ouais, exactement. Ouais. C'est les gens malpropres, puis il n'y a pas de tarte. Exactement. Et là, c'est drôle parce qu'il recoupe aussi des observations. Parce que quand j'ai lu un Yankee au Québec, je me suis replongé dans Alexis de Tocqueville, qui était venu 20 ans avant. Oui, à peu près. Regard sur le Bas-Canada, qui lui aussi parle de cette propension des Canadiens français de ne pas s'éloigner du clocher. Et on les comprend. Oui, et même que le gouvernement français, et là, Taureau en parle, il dit, est obligé d'interdire, de subdiviser les lots parce que les gens, dans le fond, quand les gens étaient vieillissants, les héritiers vivants construisaient une maison, les parents allaient s'installer au bout de la terre et les enfants prenaient la place de la maison familiale. Fait qu'on n'était pas capable de voilà. faire une expansion. Et ça, Taureau le rappelle quand même. Donc, il y a ça aussi, c'est que oui, il dit des énormités, mais il y a des observations comme ça qui sont vraiment parlantes sur ce qu'on a été. Exactement. Puis c'est un territoire qui a été défriché puis qui est en réorganisation. Ouais. Mais je rappelle qu'il vient au mois de septembre. Septembre, c'est beau, là. Ouais. Mais s'il était venu en février ou en janvier, peut-être qu'il aurait compris pourquoi on se rassemble proche de la seule bâtisse qui est ouverte. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Il croise beaucoup de croix de chemin. Oui. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, quand vous ouvrez un peu les yeux et vous sortez des grands centres, il y en a encore beaucoup. Il les trouve en mauvais état. Si les gens s'en occupent pas, encore une fois. Les gens n'ont pas le temps. Non, c'est ça. Il croise une école, il trouve que l'enseignement est trop religieux. En même temps, t'es comme, OK, mais t'as pas fait une étude approfondie. Tu tends l'oreille, la porte est ouverte. Ah oui, c'est ça, leurs écoles ici. C'est quand même drôle. Ça, c'est drôle aussi. Il trouve que les habitants disent systématiquement bonjour en se touchant le chapeau. Puis lui dit, nous, en Nouvelle-Angleterre, on n'a pas le temps, on est trop besogneux. Puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on va au Canada anglais ou aux États-Unis, les gens saluent énormément, alors qu'au Québec, on fait plus ça. Ça dépend. En randonnée, on se salue beaucoup. En randonnée, oui. Ah, oui. Même en randonnée urbaine. Oui. Mais en général, il faut l'avouer, dans la ville, on se salue pas. Là. Puis il y a bien des Français, entre autres, qui le remarquent quand ils viennent ici. Alors, c'est bien pour dire que ça change. Ils trouvent pas de public house? Non. Qu'on pourrait dire des brasseries ou des taverne, ça c'est étonnant aussi. Là. Ah ouais, non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie. Tu sais, moi, à chaque fois, quand je lis ça, je fais comme monsieur, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il n'y a pas d'industrie. Il y a des gens en survivance. Oui, voilà. Mais ce qui, moi, m'a fasciné, c'est qu'il y a des endroits particuliers. Tu sais, il nomme Château-Richer. Il se promène beaucoup dans le comté de Montmorency. Oui.
mais à Château-Richer, il remarque une chose qui moi-même m'échappait. Il remarque que les portes ne donnent jamais sur la rue. Et là, il fait... en surface, il fait une analyse parce qu'il dit, OK, les gens, dans le fond, leur porte est dans la cour arrière et souvent, ça donne sur le chemin qui mène à l'église. Il dit, nous, on est ouverts sur le monde en Nouvelle-Angleterre, nos maisons, la porte est devant, alors ici... Mais après ça, il rentre dans une maison et il décrit, parce qu'il est hébergé chez l'habitant. Mm-hmm. Et là, il y a des engagés, il y a la famille. Et c'est quand même fascinant de lire ça parce que c'est vraiment un moment de vie intime. Il est dans le quotidien des gens. Voilà. Puis des fois, il entre dans des maisons, puis les gens, ils expliquent, mais c'est parce qu'on n'a pas d'espace, on voudrait bien vous accueillir, mais donc il doit aller au moulin, d'où l'expression entrer comme dans un moulin parce que ça sert d'auberge. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'imaginez, là, il n'y a pas de réseau, il y a pas, mais on va au moulin parce que c'est ça le lieu, puis vous allez dormir sur une poche de graines. Oui, puis c'est la grande beauté de cette réédition-là, c'est qu'on a plein de ces observations-là. Il dit que les Anglais ont peut-être mieux justifier leur présence que les Français. Évidemment, là, c'est son regard anglo-saxon. Hein? Bien sûr. Ouais. Il trouve qu'il y a trop de calèches à Québec. Ça, c'est drôle parce que déjà, en 1850, il y a trop de chars à Québec. Oui, c'est ça. Troisième lien. Il faut un troisième lien. Parce qu'il parle que la ville est fortifiée, puis il se demande si c'est pas le principal attrait de la ville, dans le fond. Les fortifications sont plus intéressantes que la ville elle-même. Oh. Mais c'est ça, mais en fait, on a des raisons de se demander c'est quoi les réelles raisons de son passage, puis bon, on va les deviner après. Oui. Donc, il n'est pas là vraiment pour faire du tourisme, puis il est plutôt là pour voir la sécurité des lieux. Là, mais... Et c'est vraiment... là, c'est drôle aussi parce qu'il parle encore de Québec, puis il dit ce qu'il préfère de la ville, c'est les boutiques où il y a des objets fabriqués par des Indiens. Oh. Et de la fourrure parce que c'est authentique. Puis là, moi, je pense encore à ces boutiques-là qui existent toujours dans le Vieux-Québec. C'était comme qu'en 1850, c'était ça le regard. C'est ça, c'est vraiment truculent. Mais on comprend que dans le fond, ce qui l'a marqué, c'est le fleuve Saint-Laurent. Oui, puis la nature, la description, il fait des réflexions candides. Par exemple, il s'attend à ce qu'à la frontière, qu'il y ait quelque chose de coupé au couteau en termes de végétation. Ben non. Mais non. Puis là, oui, parce qu'il décrit lui, il part de Concord en train. Oui, c'est ça. Et là, il passe par Burlington, tout ça. Fait qu'il décrit des lieux qu'on connaît bien. Il parle des îles, en fait, oui, puis il passe par le Richelieu, oui, voilà. Tout ça. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les villes ont changé de nom. Donc, par exemple, New Liverpool, qui est Lévis, en fait. Donc, il y a plein de villes qui ont changé de nom. Donc, c'est intéressant en termes d'histoire de la... Oui, la toponymie. Exactement, merci. Donc, il y a tout ça aussi, comment il décrit qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de transport à l'époque, comment on arrive à Montréal, qu'est-ce qu'on voit quand on arrive à Montréal. Oui, ça, c'est drôle parce qu'il se plaint, puis là, on est en plein débat sur le chemin de Camillien-Hood, l'accès aux voitures, et il se plaint que c'est difficile de monter le Mont-Royal parce que tous les terrains sont privés et appartiennent à entre autres, un certain McTavish. Je ne vais pas commenter ça, mais moi, je serais bien pour rendre public tout ça. Il y a des rumeurs de terres volées à l'époque. Hein. Entre autres, le campus de l'Université McGill. On salue. Ça, c'est un vrai territoire non cédé. Et là, il y a des... Jusqu'à quel point c'est vrai, mais il prétend qu'il y a des baleines qu'on voit dans le port de Québec. Et même à Trois-Rivières. Ben, là-dessus, je saurais pas dire. Je vous avoue que je me rappelle. Oui, il relate des choses qu'on lui a dit. Il les a pas vues, mais il parle avec admiration du port de Québec et du fleuve à la hauteur de Trois-Rivières où il y aurait des souffles. On appelle ça des souffles de baleines. Puis là, tu te dis, OK, c'est-tu parce qu'à l'époque, la pollution était à peu près inexistante et bon. Peut-être, mais en même temps, je pense pas, mais... On a déjà Jacques Cartier là, qui parle du marsouin. Puis, c'est à la bonne hauteur. Oui. Cartier parle du marsouin à l'île aux Coudes. Ben, c'est peut-être... Oui, mais... Trois-Rivières, des baleines. Ben, on a eu un cachalot à Montréal. C'est vrai, hein, pendant la pandémie. Il était perdu, mais des fois, ça peut arriver qu'il vienne en douce. Là, c'est vrai. Et la beauté de la chose, Mélissa Thériault, c'est que là, je vais terminer avec ça, parce que on le retrouve dans l'intro, c'est que vous déconstruisez un peu toute la mythologie autour de Henri David Thoreau, parce que vous dites qu'il était à distance de marche. En fait, son isolement était plus ou moins isolé. Non, c'est ça. Puis je vais faire une confession numéro 2. Moi, j'avais pas de sympathie pour le personnage. Il y avait quelque chose du néo-curé qui m'irritait dans ça, le côté...
je prône la connexion avec la nature, mais c'est ma mère qui fait mon lavage. Ou il y a eu tout un débat là-dessus. C'est ça, c'est parce qu'il y a des femmes, des féministes qui ont dit, mais écoutez, là, le héros de l'autarcie, mais qui fait faire sa lessive en retournant tous les dimanches manger en famille. On reviendra là, pour l'autonomie. En fait, vous parlez de glam-tarcie. Oui, c'est ça. Donc, très bien, si ça vous fait du bien, mais on va arrêter d'en faire un héros à ce niveau-là, ce qui décrédibilise pas son propos, mais il y a une incohérence dans le personnage. Puis, en ce qui me concerne, je trouvais ça drôle. Il m'est devenu attachant autrement, mais sinon, à la base... Mais c'est essentiel. C'est pour ça que la diversité dans les milieux universitaires, c'est intéressant parce qu'on a des nouveaux points de vue. Voilà. Parce qu'on a des gens avec un background différent qui parfois déconstruisent des choses qu'on pensait vraies et qui sont vraies, mais plus nuancées. Oui, c'est important, les nuances dans la vie. Merci, Mélissa. Vous travaillez sur quoi, là? J'imagine que vous avez des choses sur le feu. En fait, je sortais deux livres cette année, dont la coédition de Sans blague. Oui. Donc, je pense que je veux juste dormir. Il y a des rumeurs de peut-être un projet sur Adrien, mais on verra. Ah oui, hein? Ouais, je pense que ça vaudrait la peine parce que vous en parlez dans l'intro. Mais je pense qu'au Québec, il y en a beaucoup de ces gens-là. Oui, puis en fait... qui ont œuvré avant la Révolution tranquille. Oui, puis c'est des fonds, comment dire, des semeux de graines, là, je me permets l'expression, qui est appropriée dans son cas. Oui. Puis il y a des gens qui ont travaillé de façon invisible, mais que c'est pas des héros alliés, c'est pas le type de personnage qu'on aime mettre de l'avant. C'est un vieil homme blanc, on va le dire, mais ça a été un vieil homme blanc utile. Oui, donc, dans une période pas évidente. Exactement. Pour faire ce genre de choses-là, puis ça les a pas arrêtés. Non, c'est ça. Il a redoublé d'efforts et ça, je pense qu'on oublie, on scie beaucoup la branche sur laquelle on est. Oui. Malheureusement, en essayant de rétablir certaines choses, on le fait des fois un peu maladroitement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on peut continuer la réflexion puis essayer de voir d'où viennent les acquis d'aujourd'hui puis sur quelle base on a construit ça. Puis... Oui, puis la trame historique narrative, elle n'inclut pas tout le monde. Fait que si vous sortez si vous sortez un essai sur Adrien Thériault, c'est sûr que vous allez revenir en parler ici. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est concret ou... Je sais pas, je vais demander à Moult. Avez-vous encore du budget pour le papier? Sinon, on va en trouver. On va vous aider à en trouver. Merci, Mélissa Thériault. Puis on se procure un Yankee au Québec pour vrai. Puis ça a l'air intéressant. Écoutez, c'est quoi? C'est 153 pages. Ça se lit vraiment bien. Puis il y a des observations qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Il y en a qui ont mal vieilli, évidemment. Mais il y en a plein qui sont vraiment pertinentes. Et vraiment, c'est un objet littéraire vraiment intéressant. Merci de nous en parler. Merci à vous. Puis merci à Moult. Martin Forgue, là, on finit avec vous. Et là là. On finit avec vous parce que on voulait avoir du plaisir. Oui, parce que... un bout de temps, mais oui, parce que Fred, quand je viens vous voir, généralement, j'ai l'impression que c'est parce que ça va pas très bien. C'est la deuxième fois, mais oui. En fait, je pense que ça va être nuancé, ce que vous allez nous dire, mais bien que... C'est important, la nuance. Oui. On rappelle, vous êtes un ancien militaire. Oui. Vous êtes anti-militariste. Très. Mais on est obligé d'en parler. Puis c'est drôle parce que ça revient vraiment dans l'actualité avec ce qui se passe en Europe, entre autres. Je parlais d'Emmanuel Macron tantôt. Bon, je pense qu'il faut rester circonspect sur les réelles motivations derrière ça. Mais oui, effectivement. On peut pas juste être anti-militariste et se croiser les doigts que rien n'arrivera. C'est surtout en fait que, règle générale, on est capable, quand un conflit se déclenche, on est capable de faire un petit tracé historique, de revenir pour voir d'où ça vient. Ouais. Comme on sait que la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu une conséquence du traité de Versailles, de l'humiliation de l'Allemagne, tout ça. Même, il y a tout un argumentaire à propos de la guerre en Ukraine qui serait un peu la conséquence logique de machination, de tractation géopolitique envers la Russie. Ouais. C'est pas très populaire comme discours, mais quand même, il existe. Il faut le... Mais là, on est devant un cas assez particulier, c'est-à-dire que c'est vraiment inattendu des menaces d'annexion envers le Canada par les États-Unis. Ouais. Là, en fait, c'est à deux niveaux, Martin Forgue, parce qu'il y a le discours de Trump qui, au début, on trouvait ça rigolo. On se disait, non, il fait des blagues, là, le 51e État. Puis ne le prenez pas au sérieux. Les tarifs, ça vise ça, c'est-à-dire une espèce d'annexion économique. Mais là, on entend parler de gens qui ont entendu des gens dire dans certains journaux américains que
non, ils ont parlé à des responsables et que c'est vraiment plus grave que ça, puis qu'on on veut vraiment annexer. Ben, c'est que l'idée n'est pas nouvelle, en fait. Il y a déjà des élus républicains aux États-Unis qui ont formulé l'idée. Est-ce que c'était sérieux? C'est à discuter. Ouais, mais ça a été formulé. Oui, tout à fait. Puis il y a même Ann Coulter, qui est une commentatrice américaine très conservatrice, qui avait déjà un peu envoyé l'idée en l'air. Mais là, on se retrouve après à peine 2 mois au pouvoir, là, le régime de celui que j'appelle maintenant Donaldo Trumpolini menace pas juste nous, Panama. Hein, on veut reprendre le contrôle du canal de Panama. On veut annexer le Groenland par la force si nécessaire. Le Canada, maintenant, on parlait d'annexion économique. Mais là, ce qui est arrivé, coup de théâtre, il a décidé que la ligne qui délimite la frontière depuis 1908, serait imaginaire. Oui. Arbitraire. Soudainement, oui, parce que quand on parle d'immigration, comme on disait, les lignes sont sacrées, mais là, ça ne l'est plus quand c'est le temps de venir justement sécuriser, comme on dit, les Grands Lacs. C'est-à-dire que là, c'est retracé pour ramener les Grands Lacs aux États-Unis. Il a même dit que le tracé des Grands Lacs particulièrement était défavorable aux États-Unis. L'hydrographie serait un construit social, selon lui, j'ai l'impression. Mais là, à ce moment-là, c'est quand on bouge les frontières, si c'est contesté, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des troupes pour venir dire maintenant, à partir de maintenant, voici les nouvelles frontières. Les Ukrainiens peuvent vous en parler, les Palestiniens peuvent vous en parler encore davantage. Et donc, j'ai décidé de remettre mon chapeau de militaire, voire maintenant de résistant, devrait-on dire. Ça crée de l'inquiétude énormément parce qu'on sait aussi que Trump gouverne par l'humeur. Et donc, est-ce qu'une invasion militaire du Canada est envisageable? Et là, c'est peut-être là que je peux pas croire qu'on parle de ça. C'est complètement... Mais c'est ça, mais c'est inattendu. Il n'y a pas de précédent depuis la guerre de 1812. Oui, voilà. Donc, mais j'ai peut-être des bonnes nouvelles pour vous. Parce que, selon moi, une tentative d'invasion sonnerait le glas du régime Trump. Comment ça? J'ai lu il y a quelques jours une analyse très intéressante de Malcolm Nance, qui est un ancien cryptologiste de la marine américaine. Cryptologiste, donc un spécialiste des communications encryptées. Donc, quelqu'un qui a navigué dans des zones opérationnelles où il y a beaucoup de sécurité. Donc, quelqu'un qui est assez renseigné, qui s'est recyclé ensuite comme analyste militaire. Il y a un Substack qui est vraiment intéressant. C'est très rare que je cite des experts militaires américains pour des raisons que les gens qui me connaissent bien connaissent. Mettons qu'on vous connaît pas bien. Hein, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit biais, des fois, impérialiste, que ce soit mais ils sont pas tous impérialistes. Non, ils sont pas tous, mais ils sont un peu teintés. Je dirais. Mais bon, on l'a dit avec Mélissa tantôt, c'est important la nuance. Puis moi, comme gauchiste radical, il faut qu'on me le rappelle des fois. Et donc, il y avait des éléments là-dedans que j'ai voulu vous décortiquer. Qui mentionnait. Donc, premièrement, il y aurait potentiellement un refus massif chez les militaires américains. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai vu des sondages cette semaine des deux côtés. Et les Canadiens et les Américains, à peu près à 90% sont contre cette idée-là. Ah, tout à fait. Mais là, je me disais, dans l'armée, comment ça marche? Oui, c'est ça. Oui, parce que Donald Trump est, du moins sur papier, le commandant en chef des forces américaines. Et je dis sur papier, mais s'il y a une opération, il est assis dans le War Room. Je pense qu'il va petit clin d'œil à Dr. Strangelove. Il est assis là, il donne des ordres, il formule ses souhaits et les généraux, les amiraux sont là pour obéir. Mais là, il arrive un truc assez spécial, c'est que premièrement, les forces américaines et canadiennes sont complètement intégrées. Ah oui, hein? Il y a des officiers canadiens qui sont dans des unités américaines, dans des commandements américains et vice-versa. Évidemment, un allié militaire depuis très longtemps. Et donc, ça vient créer des petits trous, ça frippe un peu la chaîne de commandement. Mais Martin Ford, vous avez été militaire... Et là, vous dites gauchiste radical, mais des gauchistes radicaux, il y en a pas beaucoup dans l'armée. Est-ce que la culture militaire de l'obéissance, de la hiérarchie, ferait en sorte que les gens qui seraient opposés dans l'armée à ces idées-là... Il y a une notion importante. Ici au Canada,
On appelle ça la notion d'ordre légitime versus illégitime. Okay. Aux États-Unis, en anglais, on dit lawful ou unlawful order. Ouais. Et une invasion du Canada pourrait être interprétée par beaucoup de commandants en très haut lieu. Oui. Pourrait être interprétée comme un commandement illégitime, comme un ordre illégitime. Okay. Et Malcolm Nance estime qu'environ 60% des forces militaires américaines refuseraient d'obéir aux ordres. Bon, il en reste 40%. 40% de l'armée américaine, ça me semble suffisant pour faire du dommage. C'est beaucoup. Oui, mais là, ça soulève un autre problème. Oui. C'est que là, si on a grosso modo la moitié des forces qui seraient opposées, la moitié des forces qui seraient d'accord, ou en tout cas, qui seraient d'accord, qui obéiraient, qui diraient oui, monsieur le dictateur. Ben là, ça crée un conflit interne. Et là, on parle d'unité, armée jusqu'aux dents. Et là, il y aurait des conflits à l'intérieur même. Il y aurait de la friction. Il y aurait énormément de friction. Des unités qui pourraient peut-être se mettre à se battre entre eux. Aussi, il faut souligner que... Ben oui. Faut souligner... Oui, il faut en parler. Je pensais que... On dirait de la politique fiction. Ouais. Et il faut aussi retenir que beaucoup d'États qui sont frontaliers, surtout à l'Est, sont des États avec des gouverneurs démocrates. Oui, tout à fait. On parle et aux États-Unis, la garde nationale est gérée par les États. Et donc, des unités de la garde nationale pourraient s'opposer à des déplacements de troupes. Et là, encore une fois, ça créerait... Et là, évidemment, on est quand même dans l'hypothétique, mais l'hypothétique sérieux. Parce que je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même prendre ça très au sérieux. Ensuite de ça, on peut compter sur l'incompétence des hauts leaders nommés par Trump, parce que... c'est vrai. Max Weber, en fait, a prédit le régime Trump. Une notion qui s'appelle le patrimonialisme. Un régime patrimonialiste, c'est-à-dire qui gouverne qui nomme des responsables selon ses humeurs et selon les loyautés, les allégeances. Donc, au détriment de la compétence. Au détriment de la compétence. Et ça nous a donné, entre autres, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui était un officier militaire médiocre. Tout à fait. Un alcoolique fonctionnel. Un batteur de femmes aussi. Et qui maintenant donne des ordres à des généraux et qui accessoirement porte des tatouages néo-nazis, des croisades et tout ça. Et il a récemment... Ça va bien. Il a récemment congédié le grand chef d'état-major. Il l'a remplacé par l'amiral Christopher Grady, qui a la particularité d'en avoir jamais commandé de troupes ou de... C'est un amiral, c'est un marin. Mais il n'a jamais commandé d'unité, de combat, tout ça. Contrairement à la tradition qui veut qu'on nomme des gens qui ont quand même... Qui ont des street creds. Et c'est pas comme si les États-Unis n'en avaient pas, étant en guerre de manière ininterrompue depuis 60 ans. Donc, on peut compter là-dessus parce que les ordres vont être brouillons. C'est Hegseth qui devrait aller, par exemple, va aller voir Trump, comme à dire Monsieur le Président, on bouge pas, ça bouge pas. La 82e, les parachutistes ne veulent pas sauter. Donc, on peut c'est pas drôle. Donc, on peut compter là-dessus. C'est parce que j'essaie de vous mettre ça léger, Fred, quand même. Et puis, bon, finalement, aussi, je vous parle de crise interne, mais ça pourrait aussi mener à une crise politique majeure aux États-Unis parce qu'il faut retenir que la moitié de la population n'a pas voté pour Donald Trump. Mais on dit ça, Martin Fogg, mais avec ce qui se passe actuellement, moi, je trouve que c'est suffisant pour que les gens commencent à se poser des questions. Puis on dirait, là, il faut faire attention parce qu'on n'est pas sur place. On dirait que les gens sont pas choqués par ce qui se passe. Ou on ne les entend pas, tout simplement. Il y a des manières où on les entend pas. Il y a des choses j'aimerais faire une suggestion à la presse, à François Cardinal, qui clairement ne nous écoute pas, mais au lieu d'acheter encore des articles du Washington Post, comme il nous a dit qu'il allait le faire, parce qu'il y avait une muraille de Chine entre la section... Puis il paraît que ça va bien, la presse, parce que François nous le dit dans ses carnets. C'est extraordinaire comment ça va bien, les dons. Pourquoi, avec l'époque actuelle et ce qui se passe, il me semble que la presse devrait avoir un envoyé plus Richard Etu. Il y a Richard Etu. Mais Richard Etu, il est comme surnuméraire, on dirait. Il devrait avoir quelqu'un à temps plein aux États-Unis. Pour la balado, ça vous prend un correspondant ou une correspondante là-bas. Je pourrais essayer de trouver ça. Ça doit pas être difficile à trouver. Non, c'est vrai. Mais qui parle français?
Oui, dans le Vermont ou dans l'État de New York. Ça ferait changement de ceux qu'on trouve à RDI qui sont des gens en Floride qui sont pro-Trump. Ah, bonne idée. OK. Donc, oui, puis un point qui est vraiment important aussi à souligner, c'est que les États-Unis, pour bouger, si par exemple, on veut bouger des chars d'assaut à la frontière, la plus grosse base de chars d'assaut aux États-Unis est au Texas. Oh. C'est quand même loin. Oui. Et des tanks, ça roule pas sur les autoroutes. Non, c'est vrai. Donc, il faut les bouger par avion ou par chemin de fer. Ou les tracter avec des cybertrucks. Oui, peut-être. Ça marcherait tellement bien. Non, mais ça, Martin, ils vont envoyer l'aviation. Je veux dire, je peux pas croire que c'est ça qui va les bloquer, le fait que les chars d'assaut sont au Texas. Non, mais attendez, Fred, parce que là, je vais vous parler de quelque chose de très important, parce que là, on parle de crise politique, de possibilité de guerre civile. Oui. Donc, imaginez un instant qu'on doive bouger du matériel militaire par chemin de fer, qui est encore une des méthodes les plus employées, et qu'on convainque les dirigeants de syndicats de chemin de fer de se mobiliser, de dire, nous, on bouge rien. Ah ouais. Comme c'est arrivé en France, notamment, où les syndicats des débardeurs à Marseille avaient refusé d'envoyer du matériel militaire. Ah oui? Oui, c'est arrivé. En Espagne aussi, c'est arrivé. En Biélorussie et en Ukraine aussi. Bon. Donc, il y a des endroits où les syndicats sont encore des syndicats de combat. Ouais. Et les syndicats, sont souvent des acteurs de perturbation qui ont du potentiel. Donc, ça pourrait être quelque chose. Ouais. Et au niveau de la résistance locale ici, n'oublions pas que beaucoup de vétérans de la guerre d'Afghanistan font partie de la population civile maintenant. Dans les temps? J'en suis un moi-même. Ouais. Et donc, il n'y a pas autant d'armes à feu ici aux États-Unis, mais imaginons un instant que on organise une résistance et que des forces spéciales canadiennes aient entraîné des petites poches formées de vétérans de l'Afghanistan, rompus aux tactiques de guérilla, qui, on le sait, ont fait que les Américains se sont fait botter le cul dans toutes les guerres depuis le Vietnam. Moi, j'ai une petite question. Le fait que Trump et autres coupent à la hache dans tous les programmes, dont ceux qui sont destinés aux vétérans. Oui. Est-ce que ça peut aussi exacerber les tensions contre... Honnêtement, là, je le sais pas, parce que il y a quelque chose de surréel qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux bénéfices des vétérans, et ça, chez les républicains, c'est censé être sacré. Exactement. Ouais. Mais il n'y a aucune contestation. Et même Elon Musk a décidé que lui, les vétérans faisaient partie de ce qu'il appelle le parasite class. Mais pourtant, non, c'est ça, alors que pourtant, il John McCain n'est plus là pour s'insurger. C'était le mais il est encore vivant, il va revenir. Est-ce que ça il va popper quelque part. Est-ce que ça nourrirait peut-être une révolte de l'armée contre ce régime? C'est une vulnérabilité à exploiter. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais, comme je vous disais, dans le Parti républicain, il y a quelque chose de surréel. Il y a eu une mainmise complète, une usurpation par une secte qui s'appelle MAGA. Ouais. Et d'ailleurs, dans le contexte de guerre civile, je voulais le mentionner aussi, les pardons massifs qui ont été accordés aux Proud Boys et aux autres insurrectionnistes du 6 janvier 2021. Ce serait un peu les milices pro-Trump sur le territoire américain. Et même pour moi, l'extraction qui était faite, qui a amené Andrew Tate et son frère ici, moi, je me suis dit, est-ce qu'il veut pas se servir de son armée d'incel pour créer ses propres jeunesses MAGA? Oui, non, mais hitlérien. Sa garde nationale de remplacement. Ça va être ça. Un peu. C'est-à-dire, c'est sa garde prétorienne. Oui, voilà. Appelons ça comme ça. Ça veut dire qu'il ne manque pas d'armes aux États-Unis. Il y en a tellement qu'on peut espérer qu'il y a des démocrates armés qui vont quelque part, mais comme je vous dis, tout ça, ça peut vraiment sonner le glas et ça serait pas sans dommage. Mais moi, j'avais envie de demander... La gang de gars ingérables, là, c'est-tu fiable comme... Ouais. Je suis pas sûre que je ferais confiance à ça, une gang de gars pas gérables. Ça marche pas toujours, mais ça peut faire du dommage. Ah, du dommage, énormément. Tu sais, d'un coup, ils veulent prendre la place de Trump, eux autres aussi. D'un coup. C'est pas bien. Et là, Fred, en guise de conclusion. Oui. Juste un message d'espoir qu'on va nous lancer. Je pense que... Oui, parce que vous le savez, moi, je suis un ardent antimilitariste. Pourtant, il y a des gens qui vous ont traité de tanky sur Blue Sky. Bon, on m'a déjà dit que je pelletais de la propagande russe. Oui. Parce que je suis critique quand même. Tu sais, j'ai une analyse critique de ce qui s'est passé en Ukraine, tout ça. Ouais. Donc, automatiquement, on est un peu... Comme durant la guerre froide, les militants anti-guerre étaient des pions de l'URSS. Ah oui, bien sûr. C'est un peu la même chose. Okay. Mais bon,
je m'en formalise pas. Je m'en formalise pas tant que ça. Vous le savez, bon, je milite dans le mouvement anti-guerre depuis quelques années déjà, mais je me suis jamais défini comme un pacifiste. Ah, intéressant. Je pense qu'elle a dit, il y a une seconde. Et là, je le dis, et là, on n'a pas le choix. Les chances que tout ça arrive, bon, tu sais, c'est nébuleux, peut-être que ça n'arrivera pas, mais c'est important d'être prêt. Oui. Et là, il faut qu'on s'organise, mais au-delà de l'esthétisme, parce que on aime ça performer notre résistance sur les réseaux sociaux, mais puis bon, c'est de bon ton de se définir comme résistant, mais dans les faits, c'est assez sérieux. Attendez, Martin, est-ce que vous nous suggérez de prendre notre cours de port d'armes? Pas nécessairement, mais commençons au moins... Commençons par acheter un fusil. Non, mais commençons par nous organiser des réseaux. Commençons par cultiver. Et là, je dis on, c'est très proverbial, là, mais je dis, commençons à cultiver des sources. Aux États-Unis, des liens avec les mouvements de la société civile déjà aux États-Unis, les mouvements anti-guerre, les syndicats, tout ça. Je procurerai un passeport français. Et je vais le dire, ayons à l'œil. C'est pas une solution, Fred. Je suis désolée. Mais écoute, ça marchera pas. J'évalue tout. Là. mais inversement, ayons à l'œil aussi les gens et les médias qui ont des discours annexionnistes ici, qui ont des discours très pro-Trump, qui pourraient devenir des éléments perturbateurs en cas d'escalade de conflit. Bientôt, Martin, il va falloir être plus précis, je pense, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Mais mais bon, avec Philippe de Gaubon, on va travailler là-dessus. Les gants se délient, Fred. Ils vont tomber bientôt. Non, c'est vrai. Et au-delà de ça, bon, parce que toute crise a une fin, hein, c'est ce que l'histoire nous apprend, commençons déjà à repenser, à redéfinir un peu la société qu'on veut, pour qu'elle serve le bien commun, que les sociopathes qu'on envoie au pouvoir, qu'on saque ça dehors et qu'on sorte de ce qui cause ces conflits-là, de ce qui cause ces guerres-là, c'est-à-dire la cupidité, le capitalisme et l'impérialisme. Voilà. Merci, Martin. C'était moins exogène que je pensais à votre chronique. Ah ben j'essaie. On rappelle qu'on peut vous lire sur Pivot, dans vos chroniques, au Mouton Noir. Le Mouton Noir à Rimouski, oui. Il se trame quelque chose avec le podcast que vous écoutez présentement et le Mouton Noir en passant. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Vous avez une page Substack? Oui, en développement constant. C'est un laboratoire. La plume dans la plaie. La plume dans la plaie, petite référence au grand journaliste Albert Londres. Vous cherchez un éditeur pour un premier roman? Oui, un roman anti-guerre, vous l'aurez deviné. Oui. Toujours à la recherche d'éditeurs. Il a été refusé une bonne douzaine de fois, donc je garde espoir. Pourquoi il est refusé? On nous le dit jamais. Non! Et là, vous avez un film qui est en montage. Là. Oui, je termine le montage incessamment. C'est un documentaire J'appelle ça un pamphlet cinématographique. Oh, intéressant. Le documentaire, c'est une catégorie très large, trop large un peu. Hein. Mais c'est assumé. C'est un pamphlet cinématographique qui s'appelle Le monde d'après, qui explore l'évolution du monde depuis le 11 septembre et en quoi ça nous a plongé dans une dystopie soft. Et ça principalement à travers la perspective d'un réfugié afghan. Ah oui, mon Dieu. Bien intéressant. Et là, vous cherchez un distributeur. Oui, je sais pas si le timing est bon pour... Les choses bougent vite. Mais moi, je suis toujours prête à voir des films. Je cherche des films pour mon festival. C'est vrai? Ah, mais ça, oui, absolument. Mais voyons. Ben oui, mais je savais pas qu'Hélène serait là aujourd'hui. Non, moi non plus. Ben oui. Mais bref, mais de toute façon, distributeur ou pas, il va sortir à la mi-avril en vidéo sur demande. Ah bon? On va le voir. Mais Hélène, vous allez pouvoir le voir. Hey, merci Absolument. à vous trois. Mélissa Thériault, merci. On va se revoir pour cet essai. Mais il faut le faire parce que je pense que c'est important qu'on ressorte, qu'on remette dans l'actualité ces figures-là qui ont joué des rôles parfois dans l'ombre, mais qui ont été essentiels. Hélène Faradji, là, vous en allez... Je m'en vais à Copenhague. Copenhague? Copenhague. Pour aller voir des films? Pour aller voir des films. Il y a un très, très grand festival de documentaires là-bas. Ah! Et vu comment les... Moi, je peux essayer, le pamphlet? Mais vu comment les choses brassent aussi au Danemark, ça risque d'être sympathique. C'est vrai! Fait que là, on va vous revoir peut-être en avril, ici? Peut-être, si j'arrive à rentrer. Non, vous allez rentrer. Sinon, j'irai vous rejoindre avec mon passeport français. Voilà, ça sera parfait. Pour aller partout en Europe. Merci, Hélène, vraiment. Merci. Puis je me tape sur les doigts là, parce qu'on vous a pas entendu assez souvent. Je vais prendre le blanc, même si c'est plus ou moins vrai. Merci aux gens de la librairie Afin de nous accueillir ici. On parle fort, là. Les clients, ils rentrent puis ils nous regardent parfois avec des gros yeux. Mais on fait ça pour la cause. Exact. Hey, merci. Alors voilà ce qui conclut ce 24e épisode. Merci à Mélissa Thériault. Merci à Hélène Faradji. J'étais donc content de la retrouver. Et merci à Martin Forgue qui nous
parle du militaire. Un sujet qui, normalement, ne m'intéresserait pas, mais quand c'est lui qui le fait, on dirait que ça devient vraiment pertinent et intéressant. Donc, on va le retrouver un peu plus tard cette saison. Et puis, je remercie les gens de la librairie Raffin et aussi ceux d'un livre à soi. Je ne l'ai pas assez fait, mais je suis vraiment content de cette opportunité-là. Je pense que ça nous met dans une ambiance particulière d'être entouré de livres comme ça, avec la clientèle. C'est pour ça que au niveau du son, je pense que c'est pas si pire aussi, là. On sent qu'on est dans un endroit public, mais je trouve ça très cool, en fait, d'être dans une librairie pour enregistrer ce podcast-là qui est dédié, entre autres, à l'essai. Alors, merci pour la patience et l'opportunité de tous nos amis les libraires. On termine en musique avec... on l'a évoqué un petit peu avec Mélissa Thériault et ce périple de Henri David Thoreau qui a effectivement été un militant antiraciste et qui a organisé le Railroad Underground, qui était ce réseau secret clandestin pour faire passer du sud au nord des Afro-Américains qui voulaient se fuir l'esclavage. Alors, Richard Séguin, en 2018, a fait paraître un album qui s'appelle « Sur les pas de Thoreau » et c'est un album collectif avec, entre autres, il y avait Joran là-dessus. Je sais que Normand Baillargeon, je pense, fait une lecture d'un texte. Il y a Normand D'Amour aussi qui est là-dedans. Et il y a Elage Diouf. Et sur cet album-là, il y a une chanson qui s'appelle « Le chemin de fer souterrain ». Elle est vraiment magnifique. J'avais beaucoup aimé cet album-là à l'époque quand il était sorti. J'en avais parlé à « On dira ce qu'on voudra » avec Rebecca McConnell. Et j'ai replongé dans cet album cette semaine après l'entrevue et je vous offre donc cette chanson qui s'appelle « Le chemin de fer souterrain ». C'est interprété par Elage Diouf. Vous allez voir, il y a quelque chose de méditatif, de très touchant. Puis en même temps, à un moment donné, il y a une guitare abrasive qui embarque. C'est vraiment une belle pièce. Puis écoutez l'album aussi. Même si c'est dans mon voyage. Alors voilà, je fais une blague. Non, je fais pas une blague. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine, entre autres avec Samuel Mercier, qui est derrière les chroniques du Père Duchesne et qui a fait paraître un essai. Il va être avec nous. Puis il va y avoir la gang de Spirale aussi. On va parler de critique. Et il va y avoir d'autres mondes, je me rappelle plus. Mais il va y avoir d'autres mondes. Voilà. Donc, sur ce, passez une excellente semaine printanière. Puis, je vous embrasse parce que je vous aime. Voilà. C'est rare que je fais ça, hein, mais c'est le printemps. Profitez-en parce que ça va durer 11 minutes. Ma tendresse. Salut. Je prends le train souterrain. Je prends le train souterrain. Je prends le train souterrain qui me conduit vers Halifax. Ça conduit dans mon thorax, l'étoile polaire guide mon chemin. Je prends le train souterrain, l'autre sera une fête. Un jour béni de prière à la lumière. Je prends le train souterrain, j'amène tout ce que j'aime. Disparu, parents oubliés. Je prends le train souterrain, je resterai caché. Le champ de blé, la rosée seront les lueurs du matin. Je prends le train souterrain, j'irai à l'Éden éclatant. Soigner ma douleur sur mon dos, l'étoffe du firmament. Je prends le train souterrain. Je prends le train souterrain. J'aurai ma colère comme brasier. Le chant des esprits, un abri, loin des cages. La voilà ragée.
Je prends le train souterrain qui me fera chanter le fil doré brûlant d'amour au vol d'oiseau rempli de joie. Je prends le train souterrain avec le poids des larmes, tous les sanglots dessous le poids, je vois l'espoir entre mes dents, je vois l'espoir entre mes dents. L'eau sera d'enfer un jour béni, une prière à la lumière. Je suis moi d'eau à l'étoile du firmament. Une prière à la lumière, un jour béni. Un jour béni. Mesmo abrewalo ne mangi